Perdu son micro. Bon, c'est pas grave. Donc, bienvenue, bienvenue à tous. Donc, ce soir, formation, on va dire première formation. Merci à Laurent de nous proposer ce petit cycle. On en avait discuté ensemble, ce petit cycle de formation, pour pouvoir vous présenter Cyril. On va essayer de faire ça de façon graduelle. Ce soir, Laurent va essayer enfin, il va faire plus qu'essayer, même il va nous présenter, ouais, parce que sinon, heureusement que Laurent fait plus qu'essayer. Il va vous présenter Cyril dans une phase orientée débutant, c'est-à-dire une première prise en main pour obtenir des résultats rapidement. Et puis au fur et à mesure des formations en fonction du planning de Laurent qui est relativement bien chargé. Et puis bon, il arrive à nous trouver des petits créneaux, merci à lui. On essaiera de rentrer un peu plus dans les détails, dans certaines fonctionnalités que Cyril a, en espérant que Cyril n'évolue pas trop rapidement entre deux séances de formation, parce que des fois ça évolue tellement vite que ça pourrait. Donc voilà. Écoute, Laurent, je te laisse la parole. J'en ai terminé. Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci à nouveau à Laurent. Et puis, on se retrouve après pour les questions. Si vous avez des questions, ouais, juste vous les mettez dans le chat. Je vais checker le chat au fur et à mesure. Et puis, Laurent, si tu veux faire des petits points d'arrêt, je te laisse maître de cérémonie. Ok. De toute façon, enfin, sur la partie chat, si tu peux intervenir Ouais, dès qu'il y a une question sans qui arrive, problème. parce que là, Je... sur le partage d'écran, ça va être un peu compliqué Ouais, ouais, pour ouais, ouais. moi. OK. D'autant plus que je vais devoir aussi aller relativement lentement pour que chacun puisse voir les modifications des images, parce que comme il y a un délai par rapport à la transmission de la vidéo, on ne voit pas forcément l'image bouger en temps réel. Mhm. Donc, je vais vraiment me concentrer sur cette partie pour aller doucement. Déjà, merci de m'accueillir. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi d'être présent et de vous trouver aussi nombreux à cette présentation. On a vraiment accès, avec la discussion qu'on a eue avec Thierry, là, je vais commencer à partager. Je ne peux pas partager mon écran, Thierry, si tu peux Ah, activer le alors, partage. partage d'écran, participants. Et il Voilà. faut, dans le partage, il faut. Plusieurs participants peuvent partager Voilà, simultanément. exactement, c'est ça. Allez, c'est ça. Ça y est, Et Laurent, vas-y. regarde excuse-moi, Oui. Laurent, mais regarde aussi s'il n'y a pas un blocage au niveau de l'entrée des participants. Là. Attends, ou Alors, alors je reprends la participants, main. je regarde. Invité, non, vas-y, regarde, mais Je invité, moi reprends j'ai. la main rapidement. Hein, Ouais, ouais, vas-y. J'ai 27 personnes là pour le moment. Regarde s'il y a quelqu'un en salle d'attente. Il n'y a personne, ça dépend. Non. Bonsoir à tout le monde, mais j'ai eu des petits soucis, moi, Oui. pour rentrer. D'accord. Bon, on essaiera de résoudre le problème pour la prochaine fois. C'était un souci par rapport au délai ou... Ah, du coup, j'ai plus. Oui, on a perdu Patrick. Ouais. Hop, bon. Patrick est parti. OK. Non, non, vous Là, il est m'entendez là. là? Oui, 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 Patrick, oui. Ouais, donc il a fallu que je m'enregistre pour pouvoir rentrer. D'accord. Ah, Donc bon. je On pense qu'il y en essaiera. a d'autres qui ont dû rencontrer le même problème, j'imagine. Ouais, moi aussi, je suis passé par Facebook et Oui, moi aussi, D'accord. pareil. OK. Moi aussi, Bon, j'ai créé un compte. bon. Très bien. Alors, c'est vrai que oui, je pense que bon, écoutez, vous êtes là, c'est déjà l'essentiel. On essaiera de voir ce qui se passe pour les prochaines fois. Je te redonne Bon, la main, Thierry. Hein. allez, ça marche, Jacques, merci. Donc là, Laurent j'ai t'a par- partagé, c'est bon, j'ai partagé l'écran. Donc là, ici, ça roule. alors, un point important, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, parce qu'il y a certaines opérations qui vont vraiment très, très vite. Et avec le délai de transmission de la vidéo, on ne les voit pas forcément. Par exemple, si je modifie une image, parfois, je vais un petit peu vite, ou la machine répond un peu vite, et on n'a pas le temps de le voir. Donc, si vous ne voyez pas quelque chose, je le referai. Là, ici, on va commencer par la partie basique. On a un site qui s'appelle cyril.org que je vous invite fortement à visiter parce que vous allez trouver justement les dernières versions parues de Cyril. Il y a à peu près 2 voire 3 versions qui sortent à peu près par an. Généralement, oui, c'est 2 à 3 versions dans l'année.
La dernière version qui est sortie le 13 février, donc elle est toute récente. Je vous invite à la télécharger là sur cyril.org. Vous avez ici, pour l'avoir en français, il suffit simplement d'aller choisir traduction ici et choisir français. Et vous avez le téléchargement pour tous les systèmes d'exploitation, aussi bien Linux, Windows, macOS, ou voir le code source si vous souhaitez le compiler. Mais ça, on ne va pas parler de compilation ce soir. En termes de performance, je vais faire un peu de publicité pour Linux. Si vous voulez avoir les meilleures performances, il faut avoir une machine sous Linux pour avoir vraiment, pour que Cyril puisse exploiter toutes ses possibilités. Parce que sous Windows, on est légèrement limité en termes de vitesse. Bon, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. C'était juste pour présenter les choses. Pour ceux qui commencent, vous avez aussi quelque chose d'extrêmement intéressant sur le site qui a été refait il y a très récemment. C'est la partie tutoriel. Et vous allez vraiment trouver un certain nombre de tutoriels qui vont permettre de vous accompagner dans les premiers pas, faire un pré-traitement manuel, faire le traitement complet d'une image avec les scripts, etc. Et je vous invite vraiment à aller sur le site et pour suivre ces tutos à l'issue de la présentation que je vais faire. Bon, il y a des facs aussi, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont vous aider dans l'utilisation de Cyril. Et si le logiciel vous plaît, vous pouvez aussi nous soutenir ici. Donc là, je reviens sur cette partie. Là, ce soir, on va vraiment aborder les principes de base d'utilisation de Cyril et en particulier toute la partie automatique. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller très loin dans toute la partie manuelle parce qu'on peut tout faire en manuel, mais c'est simplement dans le cas où on commence à déjà avoir un petit peu d'expérience et qu'on veut aller chercher plus de signal dans ses photos. Mais bon, ça ne vient pas tout de suite. Je pense que dans un premier temps, pour les personnes qui commencent en particulier, ou même ceux qui simplement veulent avoir vite un résultat, parce qu'on arrive à des choses extrêmement correctes, le plus simple est d'utiliser les fonctions automatiques qui sont présentes dans Cyril. La première automatisation se fait avec les scripts. En l'occurrence, ici, lorsque vous avez téléchargé le programme et que vous avez ouvert le programme, vous allez voir ici à votre disposition un certain nombre de scripts qui sont proposés directement avec le logiciel et qui répondent à une majorité des cas qu'on peut rencontrer. Là, ce soir, encore une fois, puisqu'on est sur, on va dire, les premiers pas, on va simplement s'intéresser au pré-traitement effectué avec une prise de vue faite avec un appareil photo numérique. Après, sur les prises de vue avec une caméra, on a beaucoup plus de cas et donc là, on n'aura pas le temps ce soir de tous les voir. Le prérequis à ça, pour utiliser ce script, il est extrêmement simple. Il va simplement s'agir de ranger vos images dans un répertoire de façon à ce que vous puissiez, le script puisse s'exécuter de la façon la plus efficace possible. Alors, pour savoir comment on doit ranger les scripts, quand ils s'exécutent, eh bien, on verra directement si on a respecté le rangement des images. Cette partie je m'explique pas très bien, va directement afficher dans le script lorsqu'on va l'exécuter pour la première fois, même si on n'a pas fait si on n'a pas défini d'espace de travail et qu'on n'a pas rangé correctement ces images, on va pouvoir voir comment on doit ranger ces images pour le faire. En ce qui concerne le script qu'on va utiliser, qui est ici le pré-traitement de brut issu d'un appareil photo numérique, on va faire de la façon suivante. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller choisir son répertoire de travail. Et vous voyez que là, j'ai déjà préparé mon répertoire de travail dans lequel j'ai créé un ensemble de sous-répertoires qui sont Light, Dark, Flat et Bias. Et à l'intérieur de ces sous-répertoires, j'ai été ranger mes Light, mes Dark et mes Flat et mes Bias
à l'intérieur. Bon, je ne vais pas partir sur l'explication je dirais, de chacune des typologies de brut, puisque vous faites tous partie de Club Astro. Et là, les personnes sont en situation de pouvoir vous aider. Donc là, ici, je vais définir mon répertoire de travail. Et là, il s'appelle Astro. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai rangé mes bruts au bon endroit, il va s'agir tout simplement d'aller déclencher le script. Donc, je viens ici et je vais lancer le script. Là, ici, il y a un avertissement qui va vous dire en gros ce que fait le script et ce qui se passe. Donc là, je vais l'exécuter. Je vous invite à chaque fois à lire les bulles d'information. J'exécute le script. Et voilà, le script est en train de s'exécuter. On est en train de créer les masters, que ce soit pour les dark, flat, offset, etc. et d'effectuer le pré-traitement complet. Donc là, ça va assez vite. Je ne sais pas si au niveau de la vidéo, vous voyez le texte défiler. Ça va, Laurent, ça défile. C'est un petit peu haché, mais ça défile régulièrement, donc il n'y a pas de souci. C'est bon. Donc là, ici, on voit exactement tout ce qui est en train de se faire. Et là, ici, remarquez que est indiqué ce que le script est en train de faire. Bon, après, là, je ne vais pas m'étendre dessus sur cette partie. On le fera certainement dans un second temps. Et là, l'empilement, il y a eu un petit bug, ça peut arriver. Les dossiers light, flat, offset, bias, c'est toi qui les as créés? Oui, tout à fait. Mais il y a aussi la possibilité de le faire à la main. Oui. de le faire d'une façon automatique. Hein. Mais ça, j'y reviendrai un autre moment. Oui, il faut les nommer exactement comme ça. Et il faut exactement les nommer comme ça. Et regardez, Oui. dans le début du script, quand il sera exécuté complètement, je vous montrerai là où vous pouvez trouver l'information pour la création des dossiers. Reste qu'il y a aussi une façon d'automatiser l'utilisation de Cyril qui va vous créer tous les répertoires, ranger tous les bruts au bon endroit, etc. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Je ne vais pas en parler ce soir. OK. Donc là, on va laisser le script aller jusqu'à la fin. Voilà, donc là, ça s'est exécuté en 45 secondes. Et là, ce que je vous disais au départ, quand je remonte tout en haut du script, il y a ici en bleu, en remarque, les informations quant au répertoire qu'on doit créer. Et là, par exemple, on voit qu'on doit créer un répertoire pour les bias, un pour les flats, un pour les dark, un pour les light. Vous voyez à chaque fois à cet endroit-là. Donc là, ici, il suffira, comme j'ai fait pour préparer cette présentation, j'ai créé ces répertoires et j'ai placé les bruts dedans. Une fois qu'on a effectué ce pré-traitement, donc là, il y a un ensemble complet qui a été fait, le pré-traitement plus l'empilement. C'est-à-dire que là, vous n'avez même pas à vous préoccuper de la partie empilement, tout s'est fait automatiquement. Il va suffire simplement maintenant d'aller ouvrir le répertoire, et là, ça s'ouvre directement. Vous voyez qu'il y a un répertoire supplémentaire qui s'appelle Process qui a été créé, dans lequel on va retrouver les fichiers FIT qui ont servi à la production du résultat qui est empilé. Et il suffit maintenant de venir ouvrir cette partie. Donc là, je vais agrandir un petit peu ma fenêtre et on voit directement mon image qui a été empilée. Ensuite, là, je vais pouvoir commencer le traitement de mon image, c'est-à-dire toute la partie pré-traitement, empilement a été effectué. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la partie traitement proprement dit de l'image. Donc là, je vais changer le mode d'affichage. Vous voyez que par défaut, ici, le mode d'affichage est en linéaire. C'est-à-dire que là, on a encore une image qui est complètement linéaire, qui correspond exactement à ce qu'il y avait dans votre appareil photo. Et malheureusement, là, on ne peut pas forcément voir, tout le signal. Et il va falloir faire une opération. Et là, on va aller dans la partie auto-ajustement. Et en auto-ajustement, on va directement voir l'image
complète qui a été faite. Donc là, ici, cette image, je ne vais pas la traiter, je vais en passer, je vais changer, je vais prendre une image qui est un peu plus récente que celle-ci pour effectuer la suite du traitement. Mais c'est exactement pareil qu'avec cette image. Donc là, j'ouvre une image que Patrick a eu la gentillesse de me prêter, enfin de m'envoyer. Et donc là, ici, je vais prendre le fichier FIT qui est là. Voilà. Et cette fois-ci, je suis toujours en partie auto-ajustement. Vous voyez que si je repasse en linéaire, eh bien, il y a une bonne partie du signal qui est partie. Là, je vais revenir en partie auto-ajustement de façon à voir l'image. Et là, j'ai un affichage des différents canaux. Rouge, le vert, le bleu et enfin, le rendu RVB. Donc, la première opération que je vais faire avant toute chose, c'est effectuer le recadrage de ma photo. Parce que vous voyez bien que là, suite à l'empilement, les couches ne sont pas tout à fait bien alignées. Donc, je vais aller sur un des canaux, par exemple le canal vert. C'est là où on a le plus de signal. Et je vais changer ici de auto-ajustement. Je vais passer en mode histogramme. Alors, pourquoi je passe en mode histogramme? C'est là où je vais pouvoir voir vraiment les limites de ma photo pour faire le crop, enfin le recadrage le plus précis possible. Donc, je vais simplement venir ici, appuyer sur le bouton gauche de la souris, faire glisser ma zone de sélection et je peux même aller modifier ma zone de sélection. Ça, je vous montrerai après. Et je vais me placer au plus près. Et là, ici, je peux aller remodifier en me plaçant dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien la flèche. Regardez, la flèche là, ici. Je peux les remodifier, si nécessaire, ma zone de sélection. Et une fois que j'ai effectué ça, je vais faire un clic avec le bouton droit et je vais choisir « Recadrer ». Donc là, il me dit attention, comme c'est des images qui ont été faites, je pense, avec Ecos, il me fait attention, il y a une solution astrométrique qui est contenue dans l'image qui va être effacée parce qu'on va changer la dimension de l'image, donc la résolution sera à refaire. Donc là, je fais traiter et le recadrage est fait. Donc là, je vais pouvoir repasser en mode auto-ajustement. Je vais repasser mes différents canaux pour voir si j'ai bien refait mon recadrage d'une façon correcte. Et là, je peux aller, avant de faire quoi que ce soit, vérifier le signal que j'ai présent dans mon image. Et pour ça, je vais utiliser les différentes options d'affichage qui sont présentes. En l'occurrence, je peux faire un affichage en inversé. Je peux faire un affichage en fausse couleur. Et tout ça pour aller chercher si j'ai du gradient, si j'ai des défauts dans mon image. Là, il s'avère que j'ai pratiquement aucun défaut. Donc, ce que je vais faire, l'étape suivante, dans le traitement de mon image, une fois que je l'ai recadré, je vais aller faire un étalonnage des couleurs et je vais choisir un étalonnage des couleurs par photométrie. Là, ici, je sais qu'il y a des métadonnées qui sont présentes dans l'image, donc je vais aller chercher les métadonnées. Et vous voyez que ici, la longueur focale a été modifiée, la dimension des pixels a été modifiée, et là, on a la résolution. Cette case-là est cochée parce que dans la plupart du temps, lorsqu'on prend les photos, que ce soit avec une caméra ou avec un APN, eh bien, l'image est mise à l'envers. Eh bien, ce que va faire Cyril d'une façon automatique par rapport à ce qu'il trouve dans les catalogues, il va remettre l'image dans le bon sens. Je vais, justement, lorsque je parle des catalogues, je vais aller rechercher l'objet concerné qui est là. Je lance la recherche et ça va me proposer un catalogue. Donc, je sélectionne mon catalogue et une fois que j'ai fait ça, je vais lancer la recherche et je vois ici ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il est en train de faire une recherche
des étoiles. Il a trouvé je dirais la position astrométrique de l'image. Il a trouvé le centre de l'image, on le voit ici, et il a effectué la partie correction, l'étalonnage des couleurs. Et on regarde ici. Donc là, ici, je l'ai relancé, j'aurais pas dû, j'aurais dû juste faire fermer. C'est pas très grave. Laurent, c'est Edwige. Oui. Je n'arrive pas à lire ce que tu as tapé dans la barre de recherche. Alors, dans la barre de recherche, à quel endroit? C'est la NGC 2448, non, c'est ça? Ouais, non, c'est SH2. SH2. C'est le nom de l'objet. D'accord. Pour chercher. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, tu vas, par exemple, si tu cherchais M31, bah, tu vas taper à cet endroit M31. C'est grosso modo la cible que tu voulais utiliser. Merci. Voilà. Après, donc là, je vais faire fermer, pas OK. Donc là, j'ai fait ma colorimétrie, elle est faite. Sauf que là, je suis toujours en auto-ajustement. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la situation où j'ai une image qui est encore complètement linéaire. Je n'ai pas encore brisé la linéarité de mon image. Je n'ai pas renforcé mon histogramme. Je n'ai pas fait ce qu'on appelle un stretching, un étirement de l'histogramme. Et si je repasse en mode d'affichage linéaire, eh bien, je m'aperçois que là, je ne vois plus grand-chose. Eh bien, l'étape suivante, ça va être justement d'aller faire le traitement qui est la transformation de l'histogramme. Il y en a d'autres, ça je vous montrerai un peu plus tard, mais celle qui est complètement automatique, c'est la transformation de l'histogramme. Donc, je viens ici et je vais effectuer ma transformation de l'histogramme. Bien sûr, je peux le faire complètement à la main. C'est-à-dire qu'il est possible d'aller étirer mon histogramme complètement à la main. Ça, on le verra un peu plus tard. De la même façon, ici, je vous le montre d'une façon automatique. Il suffit simplement de venir ici. Et vous voyez qu'à chaque fois, sur les fonctions de Cyril, vous avez une petite bulle d'aide qui apparaît. Par exemple, là, ici, on voit rouge, bleu, etc. Et là, ici, c'est appliquer l'algorithme d'auto-ajustement à l'image. C'est-à-dire qu'on va faire la même chose que lorsque je suis ici en mode d'affichage, auto-ajustement. Sauf que là, quand on le fait, c'est juste l'affichage, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher aux données de la photo. En revanche, quand je viens étirer mon histogramme à partir de cette fenêtre, là, je vais modifier les données de mon image. Donc là, je le fais d'une façon automatique. Je lance le traitement et vous voyez qu'automatiquement, je suis toujours en affichage, cette fois-ci linéaire, on le voit bien ici. Eh bien, mon image est passée en vraie couleur. Alors, on voit bien ce qui a été fait au niveau de l'histogramme. On voit bien qu'il y a beaucoup de signal bleu. Laurent a une petite perte de son, visiblement. Je pense que c'est pas plus qu'une perte de son. C'est une perte de connexion totale. C'est un coup des Russes. Ouais. Alors, je vais essayer de rappeler Laurent directement. Si Laurent, tu es revenu? Voilà. Donc, Laurent a dû se déconnecter. Je vais juste en profiter pour l'appeler, voir si c'est OK pour lui. Tant qu'il revienne, peut-être. Ah, ça y est, voilà. Laurent, tu es revenu. Laurent?
tu m'entends là cette fois-ci. Attends, vas-y, Laurent. Là, tu m'entends? C'est bon? Ouais, ça y est, c'est revenu. Oui. C'est bon. Et au niveau du streaming, c'est bon? C'est revenu aussi? C'est bon, Oh, c'est ok, revenu. ok. C'est bon, parfait. Donc là, je reviens sur la partie histogramme. Sur cette partie histogramme, vous voyez que simplement en le faisant d'une façon automatique, j'ai déjà étiré mon histogramme d'une façon correcte. Je vais l'appliquer à mon image et à partir du moment où j'appuie sur appliquer, c'est pas comme quand je fais cette opération-là au niveau de l'affichage. Cette fois-ci, je vais modifier les données de mon image. Et regardez bien, il y a un pourcentage qui est extrêmement important ici. C'est la quantité de pertes qu'on a en pourcentage. Le but du jeu, c'est d'avoir, quand on étire son histogramme et quand on le fait à la main, c'est d'avoir le moins de pertes possible. Parce que quand on va appliquer, cette perte, elle est irrémédiable. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas revenir en arrière, on ne pourra pas récupérer le signal qu'on aura perdu. Là, on est vraiment sur des données, sur des valeurs très, très faibles. Donc, je vais l'appliquer. Donc, je fais appliquer. Et quand je ferme, cette fois-ci, mon image, bien qu'elle soit en mode linéaire, a été étirée. Donc, je vois bien toutes les couleurs ici. Et je peux aller voir ce qui se passe sur les différents canaux. Laurent, j'ai une question Ouais. qui est posée dans le chat par rapport justement à la quantité de pertes, enfin à la perte des données. A priori, d'après ce que Cédric, c'est Cédric qui pose la question, il ne faudrait pas dépasser les 0,1% de perte de données. Est-ce que tu confirmes cette valeur-là ou Alors, c'est quelque chose de fonction C'est variable en fonction du matériel que tu as et en fonction de la situation. C'est vrai qu'il faut avoir le moins de pertes possible. C'est vrai que moins on a de pertes, mieux c'est. C'est-à-dire que typiquement, quand j'étire mon histogramme à la main, j'essaie de faire au moment de mon traitement, de pratiquement pas avoir de pertes. Mais bon, si on perd 0,1% des pixels, bon voilà, c'est pas très violent. Donc là, il n'y a pas de valeur seuil précise, c'est en fonction du niveau de chacun. C'est-à-dire que si on est un astrophotographe extrêmement expérimenté, avec avec un super matériel, avec une caméra du tonnerre, etc., et qu'on a eu un signe de folie, etc., là, on va aller chercher à perdre le moins de pixels possible. En revanche, si tu habites dans une zone qui est un petit peu polluée au point de vue lumineux, que tu as du matériel comme on a quand on débute, qui permet déjà de faire d'excellentes photos, là, on peut accepter une perte plus importante. C'est vraiment la quantité de pertes qu'on va accepter va dépendre essentiellement du niveau qu'on a en termes d'astrophotographie et des conditions de prise de vue. C'est-à-dire que si on a des conditions de prise de vue un petit peu mauvaises, si on perd du signal, ça n'a pas le même impact que si on est au niveau du pic du Midi, par exemple, ou du futur observatoire que va avoir le club. Donc là, c'est vraiment en fonction de chacun. Donc, excuse-moi, Laurent. Donc, ça veut dire que si jamais on a beaucoup de pertes, il vaut mieux faire le traitement de l'histogramme à la main. On va passer en automatique. Alors, l'automatique, oui, tu peux avoir de la perte. Et encore une fois, le traitement de l'histogramme, à un moment donné, il faut le faire à la main parce que c'est là où tu vas vraiment aller, l'expression, c'est aller chercher la poussière. C'est-à-dire vraiment aller chercher tout le signal que tu as dans ta photo. Et après, on va aussi utiliser d'autres méthodes qui vont venir en amont pour étirer qui vont aussi intervenir sur l'histogramme, mais que je vais pas présenter. Grosso modo, c'est vraiment les valeurs qu'on peut avoir tant qu'on ne perd pas, je dirais, 0,5% de pixels, déjà, c'est une valeur élevée. Ça peut être tout à fait acceptable, mais c'est vraiment au cas par cas. Et on le voit sur la photo. Si on a une jolie photo déjà qu'à l'œil, on a les détails qu'on recherche, etc., s'il y a un peu de perte lorsqu'on commence, ce n'est pas très, très gênant. En revanche, quand on est d'un niveau plus élevé ou qu'on a, je dirais qu'on recherche à exploiter au maximum le signal de ces photos, là oui, on peut le faire manuellement.
Après, vous verrez que étirer un histogramme manuellement, c'est assez long. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en une fois. Ça se fait par, comment dire, d'une façon… par passage, par strate. On va un passage par strate, et c'est quelque chose qui va prendre plusieurs heures. Donc, encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si on recherche le rapport le plus faible possible, eh bien, l'utilisation d'étirer l'histogramme automatiquement. De toute façon, on conserve ces bruts avant, et quand on a utilisé le script, on a déjà perdu pas mal de signal, puisqu'on n'a pas optimisé, par exemple, l'empilement. C'est-à-dire l'empilement, il y a des techniques pour l'optimiser. On n'a pas, je dirais, utilisé au maximum, enfin, fait sortir au maximum le signal en utilisant tes dark, tes offsets et tes flats. Donc, si tu veux vraiment aller peaufiner ton traitement, eh bien, il faudra passer par un traitement complètement manuel pour aller déjà avoir le maximum de signal. Et là, c'est vrai que ça va être intéressant de passer à la partie étirement manuel de l'histogramme pour conserver ce signal. Mais si on utilise un script et qu'on est en full auto, enfin, mon avis, hein, ça n'engage que moi, il ne faut pas se prendre la tête. Okay. S'il y a de la perte, voilà, ce n'est pas très grave. En revanche, au fur et à mesure que vous allez avancer, eh bien, il faut limiter la perte. Moins on a de perte, moins on perd de signal. C'est déjà assez compliqué d'avoir du signal astronomique. Autant pas le perdre au traitement. Donc après, vous verrez, enfin, ça se fait assez naturellement. Donc là, je reviens sur les étapes qu'on va suivre. Là, cette image, on peut remarquer que quand on va sur la partie vert, on a encore pas mal de signal par rapport. Voilà, il y a pas mal de rouge, on voit bien le rouge. J'ai encore un fond, je dirais, où je vois un petit peu de vert. Il y a un peu trop de vert, c'est un peu embêtant. Et on le voit bien ici, si je passe en histogramme, je vais voir que j'ai du vert qui ressort dessus. Là, ce que fait aussi l'histogramme, c'est qu'il vous fait ressortir tout le bruit de fond du ciel, etc. Donc là, je m'aperçois que je peux aller faire une opération suivante. Je vais repasser en partie linéaire. Avant ça, je vais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant. En l'occurrence, on a ici, il faut que je déplace ça, voilà. On a tous les raccourcis clavier. Vous voyez bien en haut à droite, quand j'ai été sur la petite roue dentée, j'ai tous les raccourcis clavier qui sont présents. Et ça va être extrêmement intéressant lorsque je vais zoomer, par exemple, ou lorsque je vais dézoomer ou déplacer mon image. Vous voyez qu'il y a 2 pages de raccourcis qui sont à votre disposition. Je vous invite aussi assez rapidement à les utiliser. Donc là, par exemple, si je zoome, je peux zoomer avec soit en appuyant sur le plus pour faire le zoom, soit le moins, soit en utilisant la molette de ma souris. Et je vais pouvoir aller regarder en détail mon image. Je peux aussi, je vais la reprendre. Si je l'ai comme ça, si sur la partie que je laisse ma souris, je peux aussi me déplacer à l'intérieur de l'image. Donc là, je vais dézoomer. Je peux aussi passer en plein écran dessus. Voilà. Et là, ça permet de voir l'image vraiment en plein écran. Donc, tout un tas de raccourcis que je vous invite à explorer. Donc, pour les trouver, c'est simple. On va ici sur cette partie-là et on va retrouver les raccourcis. Donc là, je me suis aperçu que j'avais du vert dans mon image et que ce n'était pas encore parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans le menu traitement d'image et je vais aller supprimer le bruit vert. Et donc là, ici, j'ai ma mode de protection, c'est-à-dire qu'on va protéger le signal. Je peux essayer différentes options et une quantité en fonction de la quantité que j'ai à retirer. Et je vais bien sûr préserver la luminosité. Encore une fois, hein, comme on est sur une présentation du fonctionnement du logiciel,
je vais laisser les paramètres par défaut. Remarquez que ici, à chaque fois, sur toutes les fonctions, il y a une infobulle qui apparaît et qui vous permet de savoir ce que fait la fonction. Ça, c'est vraiment important dessus. Donc là, j'applique. Donc voilà, maintenant l'image, vous pouvez remarquer, je ne sais pas si vous le voyez directement, mais toute la composante verte qui était un peu désagréable a complètement disparu. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais travailler sur ma partie saturation des couleurs. Donc je reviens ici. La partie saturation des couleurs, de la même façon, ici, j'ai la possibilité de choisir sur quelle tonalité de couleur je vais intervenir. Donc là, je vais rester encore une fois au niveau global. Il y a toujours ici, si j'arrive à les faire sortir, les bulles d'aide qui apparaissent. Et là, je vais aller, par exemple, il y a le facteur de fond de ciel ici. Plus faible est la valeur, plus fort est l'effet de saturation. Alors qu'une valeur élevée va préserver le fond de ciel. Si je veux vraiment préserver mon fond de ciel, eh bien, je vais augmenter les valeurs. Et vous voyez qu'il y a une visualisation qui se fait en temps réel. Donc là, ici, si j'augmente la saturation, je vais l'augmenter d'une façon très importante pour que vous puissiez la voir. Voilà, là, on arrive à ici en particulier à vraiment un rouge qui est pratiquement un rouge fluo. Donc là, je vais réduire un petit peu jusqu'à temps que j'ai une saturation qui corresponde à l'image que je souhaite avoir. Et là, je vais appliquer. Ensuite, je peux faire une dernière opération si nécessaire, qui est dessus mettre une petite déconvolution pour aller renforcer les images. La problématique de la déconvolution, c'est que ça va me renforcer le bruit du fond de ciel. Donc là, il faut faire aussi attention à ce qu'on fait et voilà, ce qu'on fait comme déconvolution. Mais après, ça peut être intéressant pour renforcer les détails. Donc, encore une fois, on a un aperçu en temps réel de ce qu'on fait. Et voilà, à chaque fois, on voit la petite roue qui fonctionne jusqu'à temps que, je dirais, la déconvolution se termine. Une fois que je suis satisfait, ben, je fais appliquer tout simplement. Là, j'ai terminé le traitement de l'image, d'une image de bonne qualité où je n'avais pas de gradient, etc. à retirer. Sur la partie extraction du gradient, ça on le verra un petit peu plus tard dans une autre présentation. Une nouveauté qu'il y a eu dans cette version de Cyril, c'est que lorsqu'on est satisfait du résultat qu'on a là et qu'on veut échanger, par exemple, au sein d'un forum, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre que de venir ici. Il y a un petit appareil photo qui apparaît en haut à droite de votre écran et vous cliquez dessus et ça vous prend directement un snapshot de ce que vous avez affiché et ça va se le mettre dans le répertoire que vous utilisez pour travailler. Et ça l'a directement fait dans un format qui est utilisable pour aller poster dans un forum. C'est-à-dire qu'en cours de traitement, sans avoir à sortir du logiciel, vous pouvez aller échanger avec des personnes qui sont un peu plus expérimentées. Et c'est très utile en ce moment avec cette période de confinement. Au fur et à mesure que vous faites des traitements, vous pouvez échanger avec des personnes qui sont plus expérimentées en faisant simplement un snapshot ici et en transmettant ce snapshot à des personnes qui sont plus expérimentées que vous. Là, je vais continuer sur les nouveautés de cette version. Il y a eu un très gros refactoring du code pour augmenter la performance et la rapidité de Cyril. Ça fonctionne très bien sous n'importe quelle plateforme. Reste que là où vous aurez vraiment le plus de performance, c'est lorsque vous serez sous Linux.
Mais bon, après, pour je dirais le traitement classique, sous Windows, ça fonctionne aussi très bien. Une nouvelle fonctionnalité, un nouveau bouton qui est arrivé ici, c'est la partie astrométrique qui a été renforcée. Et si j'appuie sur ce bouton, eh bien, j'ai directement ici les informations concernant les objets qui viennent s'afficher. Et c'est quelque chose qui est assez utile lorsque on fait, par exemple, du transit exoplanétaire. On peut être amené à aller chercher une information sur une étoile en particulier. Et là, je vais prendre vraiment une étoile complètement au hasard. Je vais venir ici. Je vais aller sur un autre canal, par exemple sur le canal rouge. Ici, je vais choisir mon image, puisqu'on ne peut pas effectuer de sélection quand on est en RVB. Une fois que je suis ici, voilà que j'ai sélectionné ma zone, je peux les modifier si nécessaire. Je vais faire un clic droit et cette fois-ci, je vais faire une PSF sur mon étoile. Donc là, j'ai ma PSF qui se fait. Et là, vous avez un lien qui va aller directement sur un catalogue qui est situé à Strasbourg. Là, je vais copier l'URL parce que je vais réduire la taille de ma fenêtre. Voilà, j'ai copié mon URL. Je fais un petit peu de manipulation. Hop, je suis embêté, je n'ai pas accès à mes raccourcis. Alors, Internet, je vais chercher un navigateur. Alors, si je le trouve. Laurent, on est bien d'accord que la dernière version de disponible, c'est la 99.8.1. C'est une question qui est posée sur le chat. J'ai répondu avec celle-là. Tout à fait, c'est celle qui est présente sur le lien de téléchargement. Hein. Exactement. Là, ici, donc, on a été sur un catalogue dessus et on voit bien ici l'étoile que j'avais sélectionnée dans Siri. Donc là, je vais remettre les deux écrans complets. C'est un peu embêtant à faire avec Zoom qui perturbe le fonctionnement. Voilà. Et voilà. Est-ce que vous voyez l'écran complet là? Donc là, l'image que j'ai sélectionnée, et je vais me déplacer dessus. Voilà, l'étoile que j'ai sélectionnée. Je l'ai perdue. Ah, je l'ai perdue, c'est une catastrophe. Mais non, ce n'est pas une catastrophe parce qu'il suffit comme j'ai eu les informations concernant mon étoile. Je vais ici copier le nom de mon étoile et je vais faire un clic droit et aller chercher un objet. Vous voyez qu'il y a une fenêtre qui est apparue là ici qui s'appelle « Chercher l'objet ». Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais coller le nom de l'objet dessus. Et là, je vais laisser Cyril faire. Il faut lui laisser quelques instants. Et vous voyez que, et je vais repasser en plein écran au niveau de Cyril. Hop, voilà que l'image, l'étoile que j'ai sélectionnée, qui est ici, est maintenant dotée d'une étiquette. Et ça, c'est extrêmement intéressant lorsqu'on va faire du transit exoplanétaire, puisqu'on peut aller nommer toutes les étoiles qu'on va utiliser. On peut aussi, par exemple, lorsqu'on fait des études d'images d'étoiles variables, avoir une étiquette sur chaque étoile. Et ça, c'est une fonction qui est extrêmement intéressante. Bon, il y a des pour le traitement de l'exoplanétaire. Ouais, puis bon, après aussi pour soi, hein, lorsque on va, comment dire, faire le traitement d'images, c'est aussi intéressant d'avoir les objets qui sont identifiés sur les images. C'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Cédric me pose une question. Est-ce que ça marche aussi avec les astéroïdes? Alors, sur les astéroïdes dessus, tout dépend. Alors là, c'est une question qu'il va falloir poser à
à Vincent ou à Cyril. Cyril. Si l'astéroïde est identifié dans le catalogue, puisque on va interroger un catalogue, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas affiché. Mais bon, la problématique, c'est sous quelle forme il est présent sur un catalogue. Parce que par essence même, un astéroïde n'est pas un objet fixe. Il est amené à se déplacer. Donc, j'ai un doute assez important sur le fait que ça soit possible. Ça risque d'être compliqué, effectivement, pour l'identifier. Ouais, tout à fait. J'ai un doute, j'ai un très doute. Après, peut-être que dans le catalogue il y est, mais j'ai un fort doute. Et ça, je poserai la question à Cyril et je vous ferai passer la réponse dès que possible. Après, je ne sais pas forcément le son. Qu'est-ce qu'il est possible aussi de faire? Juste une autre question en parallèle, Laurent, excuse-moi. J'ai Jean-Marc qui pose la question, est-ce qu'on peut enregistrer l'image avec les commentaires? Alors, l'image avec les commentaires dessus, il me semble que j'ai vu quelque chose comme ça. Hormis de faire un snapshot pour le moment? Attends, il y a un truc, on peut mettre des commentaires. Il faut que je vérifie. J'ai un petit doute dessus. Les commentaires. Je pense que Jean-Marc pose la question avec les commentaires astrométriques, c'est-à-dire l'identification astrométrique. Je pense que c'est ça ce qu'il a. Voilà, c'est bien ça. C'est-à-dire que l'image telle que tu l'as faite là, avec les indications astrométriques, est-ce qu'on peut l'enregistrer telle qu'elle? Ah oui, mais ça, tu fais ton snapshot ici directement. Tu peux même repasser sur la partie RVB. Si je mets mon snapshot, ici, on voit le snapshot qui est ouvert, qui a été fait. Regardez. On le voit ici. Et il y a bien, je ne sais pas si c'est très parlant pour vous. C'est visible, c'est visible. Je vais aller chercher ici sur… attends, c'est dans présentation. On voit… non, ça a été se mettre dans mes images, je crois. Je ne sais même plus où ça s'est mis. Dans mon répertoire de travail. Donc, dans mon répertoire de travail, c'est dans Astro. Et voilà, on voit le snapshot que je viens de faire. Je l'ouvre avec GIMP. Voilà, on voit bien qu'il est bien enregistré avec les commentaires, avec les données astrométriques. Bon, a priori, il est satisfait, Jean-Marc. Il dit que tout allait bien. Très bien. Donc voilà, ici. Donc sur cette partie, après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dessus sur le traitement d'image? Là, je voulais vraiment faire quelque chose de simple. Je n'ai pas parlé de l'extraction du gradient dessus. Je ne sais pas si ça peut présenter un intérêt de vous le montrer. Si nécessaire, on peut le faire je peux faire un traitement d'une autre image pour que vous puissiez, je dirais, le réaliser. Mais là, l'objectif pour moi était justement de ne pas aller trop loin, de ne pas trop compliquer les choses. Dans un premier temps, peut-être que ça vaut le coup, parce que le traitement du gradient, c'est quand même, l'extraction du gradient, c'est quand même l'opération qui, si elle est mal réalisée, vous détruit l'image, mais alors, voilà, à vitesse grand V. Ça c'est clair. C'est certainement l'opération la plus difficile, je pense, sous Cyril. Ouais. Alors, n'importe quel logiciel. Ils l'ont changé. Alors là, je vais engueuler mon ami qui m'a transmis les photos, parce que dans ces photos, il n'y a pas de gradient. Donc, on le sait, Patrick a un endroit où il fait des photos, c'est magique. C'est magique. Il n'est pas embêté. Donc là, ici, je vais refaire le traitement. Tous chez Patrick. Voilà, je vais refaire le traitement de ma bulle. Donc là, j'ai repris le résultat de mon empilement qui a été fait avec le script. Donc là, toujours la première opération, et c'est l'opération qui est vraiment essentielle, parce que vous voyez ces bandes noires qui sont liées au défaut de traitement. Si vous les laissez, toutes les opérations, que ce soit l'extraction du gradient, etc., ça va foirer. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est à vraiment faire la première opération qui s'appelle un crop. Hop. Donc là, je fais un crop, je vais recadrer. Une fois que j'ai recadré, toujours la même opération ici. Je vais passer en auto-ajustement dans un premier temps et je vais faire mon étalonnage des couleurs et toujours par photométrie. Là, on va se retrouver dans un autre cas d'usage.
Ici, si je vais chercher les métadonnées de mon image, j'ai bien la bonne valeur en termes de pixels pour je dirais, pour la taille des pixels de l'appareil photo. En revanche, là, j'ai une donnée qui est complètement erronée. Pourquoi? Parce que lorsqu'un appareil photo, un APN, est branché à un télescope, eh bien, il n'y a pas d'objectif. Et quand un appareil photo n'a pas d'objectif, la valeur qu'il va renvoyer en termes de longueur focale, c'est 50. En l'occurrence, c'est une donnée qui est complètement aberrante en ce qui nous concerne. Donc là, ici, je ne sais plus, je crois que c'est aux environs 2000. Et c'est NGC de mémoire, c'est la bulle, c'est NGC, je ne sais plus. Alors là, tu me poses une colle. C'est 22 quelque chose, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Si j'ai une âme charitable qui peut me redonner, je l'ai fait des dizaines, des centaines de fois avec cette image. NGC 7635. Ah, exact, 7635. Donc là, je fais une recherche dessus. Voilà, je vais avoir la bulle. Alors, est-ce que ça va passer avec cette valeur-là? Voilà, il m'a trouvé je dirais, il est en train de me faire l'étalonnage dessus. Donc, je commence toujours par le changement des opérations avant. Enfin, je faisais l'extraction avant de faire enfin, je faisais l'extraction du gradient avant de faire cet étalonnage. Et après un échange avec Cyril, on l'a fait après l'étalonnage. Donc là, ici, je fais OK. Donc là, ici, c'est appliqué. J'aurais dû faire fermer. Je le fais 2 fois, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, je vais repartir sur la partie RVB. Donc voilà, ici, pour voir s'il y a du gradient, on va utiliser les fonctionnalités qu'on a utilisées la dernière fois. En l'occurrence, la première chose, je vais changer mon mode d'affichage, je vais passer en mode histogramme. Et ensuite, pour trouver mon gradient, eh bien, avec les fausses couleurs, on voit très vite si j'ai du gradient ou pas. Et on va le voir d'une façon assez… si on a une image qui est un petit peu homogène, on a peu de chances d'avoir du gradient. En l'occurrence, là, il y a un gradient qui est quand même assez important et on le voit là de toute façon ici, il est bien visible. Donc là, ici, je vais repasser en mode auto-ajustement. Mon traitement d'image, ici, je vais venir faire mon extraction du gradient. Donc là, ici, extraction, extraction du gradient. Voilà, je viens ici. Donc là, la première chose que je vais faire, je vais générer mes échantillons. Donc là, ça vient déterminer un certain nombre d'échantillons qui viennent se placer automatiquement dans mon image. Et bien sûr, je ne vais pas les retirer du gradient sur mon objet. Tant qu'à faire, je vais éviter de retirer du signal. Donc, en faisant un clic avec le bouton droit de ma souris dessus, il faut que je me mette encore une fois sur un autre canal. Voilà. Si je viens faire un clic droit, eh bien, je vais retirer mes zones où je vais faire l'échantillon. Et ce que je vais faire, c'est que là, ici, j'ai mon objet qui est ici. Eh bien, je vais aller faire en sorte qu'il n'y ait pas de zones qui viennent, qui viennent se situer dans dans l'objet que… Sur les nébulosités surtout. Ouais, sur les nébulosités. Si possible, je vais aussi éviter qu'il y ait une étoile en plein centre de l'échantillon, tant qu'à faire. Là, ici, je peux en éliminer ici. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, en fonction de la situation dans laquelle je vais me trouver, je vais faire une correction. D'une façon très habituelle, vous faites une correction par soustraction. Encore une fois, la bulle d'aide qui apparaît ici, qui correspond à des effets additifs qui sont liés par la pollution lumineuse, par la Lune, etc. En revanche, si vous n'avez pas fait de flat, à ce moment-là, il sera possible d'utiliser cette extraction par division. Mais là, on va se contenter de l'extraction par soustraction.
Une fois que j'ai fait ça, que j'ai bien repéré mes échantillons dessus, la valeur, ça je peux le changer, je peux changer la tolérance, etc. Et je vais aller cliquer sur appliquer. Et une fois que j'ai fait mon appliquer, bon voilà, ça m'a retiré une bonne partie de mon gradient. Et si je repasse en histogramme, donc on voit une image qui est quand même qui est plus homogène. Et si je passe en noir et blanc, voilà, là on voit bien que j'ai pas la même vision que la dernière fois où j'avais des zones qui étaient, je dirais, d'une couleur un petit peu différente avec des gradients qui apparaissaient. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais repasser cette fois-ci en mode linéaire et je vais faire la même opération que ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire que je vais venir dans mon traitement d'image, je vais aller faire ma transformation d'histogramme. Encore une fois, je vais le faire d'une façon automatique. Voilà, une fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai 0,67%, c'est très bien. Je fais appliquer, fermer. J'ai encore une petite chose à faire, c'est je peux aller retirer mon bruit vert, encore une fois. Juste Laurent, avec la montée de l'histogramme, là, telle qu'elle est là, on n'avait pas un alignement des couleurs RVB. Oui. Est-ce qu'il y a une fonction d'automatisation pour cet alignement ou comment ça se fait que Alors, l'algorithme qui est utilisé, c'est le même que celui qui est ici, qui correspond à l'auto-ajustement. En revanche, sur le fonctionnement fin, là, il faut que je pose la question à Cyril et je ne voudrais pas dire de conneries. Donc, je préfère, je vais noter la question et je la reposerai plus tard à Parce que c'est vrai Cyril. que ça m'est arrivé plusieurs fois justement de ne pas voir cet alignement RVB et une petite fonction de réalignement éventuellement RVB dans le truc, ça aurait été peut-être sympa. Ouais. Bon, après, tu peux toujours le faire à la main, c'est-à-dire que tu peux aussi intervenir dessus, mais je préfère poser la question à Cyril et ça pourra faire l'objet d'un développement si ce n'est pas possible aujourd'hui. Une fois que j'ai fait ça, donc là, je suis bien en linéaire. La dernière opération que je vais faire, c'est la même que tout à l'heure, c'est la partie saturation de mes couleurs. Et là, je vais aller augmenter la saturation de mes couleurs. Encore une fois, il y a une prévisualisation qui se fait. Donc là, je vais jouer sur les paramètres dessus. Et allez, hop. Voilà. Et je vais appliquer tout simplement dessus. Et après, si je veux renforcer encore une fois, je peux faire une petite déconvolution dessus pour aller essayer d'avoir un peu plus de détails. Mais bon, le problème de la déconvolution, c'est que ça fait vite monter le bruit de fond de ciel. Le bruit de fond de ciel et c'est pas toujours une bonne idée de le faire. C'est pas une obligation. Donc voilà, en quelques minutes, comment on fait l'extraction du gradient. Je vous rappelle, c'est vraiment simple, c'est qu'on va générer les zones dessus. On se met sur un des canaux, soit le rouge-vert, généralement c'est le vert où il y a plus de signal, et on va aller, par un clic droit, supprimer des zones d'échantillon, ou on peut en rajouter. Si je veux en mettre un là, par exemple, je fais un clic gauche et je vais rajouter des échantillons dans différentes zones. Et après, je peux choisir le nombre d'échantillons par ligne, etc. Ça, c'est en fonction de l'image que vous avez. Donc, voilà sur cette partie. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on fait l'étalonnage des couleurs. On va faire ensuite retirer le bruit vert si nécessaire, la saturation de ces couleurs. Une fois qu'on a fait ça, déjà on arrive à quelque chose, à un résultat qui est assez simple, qui est de bonne qualité, et pour les personnes qui débutent, c'est assez valorisant parce qu'en quelques minutes, on peut avoir une photo qui ressemble à quelque chose qu'on peut déjà poster dans les forums. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, sur le forum, a priori, pour le moment, non, rien de plus. J'aurais une question, c'est Corinne de nouveau. Oui. Tout d'abord, merci pour cette présentation, c'est très intéressant, surtout que j'avais déjà utilisé Cyril, mais sur des versions précédentes. Et notamment, j'avais une question sur l'étalonnage des couleurs par photométrie, où parfois, quand je lui demandais d'aller chercher les données, les métadonnées de l'image, il n'y arrivait pas.
il n'y arrivait Alors, pas, il bloquait. Donc, j'étais obligée de passer à manuel. Alors, ce qui se passe très souvent dessus, là, je vais le refaire dessus, je vais y revenir. Donc là, ici, ce qui est vraiment important déjà, c'est de le faire sur une image qui est croppée. Ça, c'est le point important. Si jamais vous n'y arrivez vraiment pas, la raison principale, elle se situe ici. C'est-à-dire que quand on va recadrer notre image, eh bien, on va aller modifier ici notre longueur focale. Et si je fais mon étalonnage des couleurs par photométrie, hop, et que je récupère mes métadonnées de l'image, ce qui se passe ici, généralement, la taille des pixels en microns, elle est bonne, mais la longueur focale, elle va être modifiée par le crop qu'on va faire. C'est-à-dire, elle est modifiée quand on a, je dirais, des images qui se suivent, mais qui ne sont pas forcément hyper bien alignées. On va modifier d'une façon très forte la focale. Et quand la résolution astrométrique ne se fait pas, il y a deux raisons. C'est-à-dire, soit on n'est pas sur le bon catalogue, donc on peut essayer sur plusieurs catalogues, mais la cause essentielle ici, c'est une mauvaise valeur de la longueur focale. Et donc là, il y a une solution qui est extrêmement simple. Si jamais on commence à galérer et que ça ne fonctionne pas, donc là, normalement, c'est la rosette, je ne sais plus. Si je mets rosette, il ne va pas le trouver. Par exemple, je cherche ça. Nébuleuse de la rosette. Alors, la rosette, ça s'appelle comment? Nébuleuse de la rosette. Excellent. Alors, c'est Cadwell 49. Non, attends. Hop, ça. Caldwell 49, ouais. Alors après, est-ce que j'ai une autre... T'as pas un catalogue Caldwell, donc tu l'as pas? Attends, si, mais attends, j'ai beaucoup de catalogues dessus. Sinon on peut l'identifier avec la partie NGC 2237. Essaye. NGC 2237. Hop. Ouais, on l'a. Donc là, ici. Donc là, c'est vraiment là, on a deux catalogues. On peut essayer sur les deux catalogues, mais la plupart du temps, quand on a une erreur, c'est ici. Donc là, je vais tester. Théoriquement, ça va fonctionner. Donc là, on va le voir ici. Et on le voit très rapidement. Voilà, ça, il l'a trouvé directement. Et là, on est tout bon. Si jamais vous galérez, l'option, elle est extrêmement simple. Pour aller trouver les valeurs, on a deux façons de faire. La plus simple, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on va prendre notre navigateur. On va aller ici, si j'y arrive, voilà. Je vais aller chercher, c'est Nova Astrométrie, si je me souviens bien. Voilà, sur Nova Astrométrie, je vais ici aller dans Upload. Je vais choisir mon image. Je vais sélectionner un fichier et là, je vais le faire par exemple avec ici sur ma présentation et on va prendre, je vais prendre ma FIT. Non, ça va être un peu long si je fais avec la FIT. Je le fais directement avec l'image JPEG. Je vais l'ouvrir et je vais faire mon upload. Théoriquement, je le fais avec ma FIT et quand je fais cette partie-là, bon, c'est JPEG. Ah non, tiens, il ne supporte pas le JPEG. Je vais prendre celle-là, elle est un petit peu plus légère, hein, encore que 147. Ici, la rosette, elle fait 288. Je vais prendre celle-là, ça n'a aucune importance. Donc, je fais mon upload si ça peut se faire. Sorry, please fix all. Il ne veut pas le prendre. C'est bien. Bon, là, je veux le montrer et ça marche. Ah si, voilà, ça y est, c'est bon. Donc là, il est en train d'uploader mon image. Et une fois qu'il aura uploadé
mon image. Ici, je vais récupérer, voilà, j'ai la recette JPEG qui a fini par partir. Je vais récupérer les données astrométriques je dirais, de mon image. Et si j'avais uploadé une fit, je vais même obtenir une fit avec les données astrométriques qui sont dedans. Et donc, je passe par astrométrie par Nova Astrométrie. Je fais l'opération suivante, je vais uploader ma fit et je vais pouvoir récupérer une fit dans laquelle la résolution astrométrique aura été faite. Et cette-ci, je vais pouvoir la traiter et récupérer dans Cyril les bonnes valeurs. Est-ce que vous voyez la façon de faire? C'est-à-dire que je vais uploader ici dans Astrométrie mon image. La résolution astrométrique va se faire. Je vais récupérer soit les valeurs qui m'intéressent, en l'occurrence la longueur focale, soit directement la fit dans lequel la résolution astrométrique aura été faite. Et je vais revenir dans Cyril. Et depuis Cyril, je vais pouvoir faire, ici, lorsque je viens faire mon étalonnage des couleurs par photométrie, lorsque je vais faire obtenir les métadonnées de l'image, eh bien, comme la résolution astrométrique a été faite par Nova Astrométrie, eh bien, je vais avoir la bonne valeur et là, ça va fonctionner. Okay. Question. Oui. Ouais, c'est Guy. Donc, si tu ne peux pas faire l'astrométrie sur une brute et avoir récupéré ton information? Si l'information, elle est présente. Mais là, quand on n'y arrive pas, ici, par exemple, si on a fait un APN, tu te souviens sur l'image que j'ai chargée juste avant, la valeur ici était de 50. Et je vais mettre la longueur focale de mon télescope, mais comme j'ai fait un crop et comme il y a eu un petit peu de décalage, bah, des fois on est un petit peu loin de la valeur réelle de la longueur focale. Par exemple, ici, tu vois, sur l'image que j'avais avant, elle est de 1022, parce que je le sais. J'ai l'habitude d'utiliser cette image et je sais que si je mets une valeur de 1000, ça fonctionne. Mais dans le cas où c'est une image qui a été groupée, que tu n'as plus la bonne valeur, tu peux la récupérer comme ça si elle faisait une astrométrie sur une brute, non? Tout à fait. Tu peux la récupérer dessus, ça va te donner une valeur. Après, ça s'est vraiment amélioré. Hein. Il y a vraiment je dirais une amélioration à ce niveau-là, une tolérance qui est plus importante que sur les versions qui sont précédentes. Et là, l'astuce que je vous donne, c'est si vraiment vous en sortez pas, c'est-à-dire que ici, si on fait obtenir les métadonnées de l'image, on n'a pas les métadonnées, donc on ne connaît pas sa longueur focale. Et généralement, la problématique quand la résolution ne se fait pas, c'est qu'on ne connaît pas la longueur focale. Le fait de passer par Nova Astrométrie va permettre de contourner le problème. C'est juste une solution de contournement. Okay, mais dans la plupart des cas, quand on met une valeur qui est proche je dirais de la focale réelle, ça prend en compte le fait qu'il y a eu le crop et on arrive à retrouver quand même. De toute façon, là, il y a vraiment une amélioration. Sur les premières versions, c'était un peu plus sensible. Maintenant, il y a une marge de tolérance qui est plus importante. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc là, ici, ma résolution se fait. Voilà. Je vais fermer. On va le laisser faire. Là, ici, vraiment l'importance de la partie console. Hein, ça vous dit tout ce qui se passe. Ça vous donne vraiment beaucoup d'informations. Et là, je vais faire fermer. Et je peux afficher, je dirais encore une fois, les données du catalogue. Alors, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, faire une astrométrie sur une brute, c'est tout à fait possible. Là, ici, je vais aller ouvrir une brute directe. Je vais l'ouvrir. Donc là, elle ne va pas être très jolie, ce n'est pas très grave. Et ici, si je viens là, j'ai les informations de l'image qui apparaissent ici. Et j'ai les statistiques, l'estimation du bruit, tout ça, mais ça, on le fera dans une autre séance. Et je peux aller faire ma résolution astrométrique de ma brute directement ici. Donc là, je fais obtenir les métadonnées et vous voyez encore qu'une fois, ça me met la valeur 50 parce que c'est un APN, donc ce n'est pas bon. Je sais que c'est 1022. Et ici, j'ai encore zappé, c'est la bulle, c'est
NGC GC 76. 7635. Ouais. NGC. Je devrais la connaître par cœur, celle-là, et Ouais, j'oublie à chaque fois. C'est pas faute de l'avoir fait, de pas l'avoir faite. Hein. Voilà, mais celle-là, j'arrive à un moment où il va falloir que je change comment dire, cette image-là, parce que j'ai toujours utilisé cette série parce que ça me permettait de voir l'amélioration des performances qu'avait Cyril au fur et à mesure de l'évolution je dirais des versions. Mais là, il s'avère que j'ai changé d'ordinateur, donc j'ai plus le même étalon, donc c'est pas bon. Et là, vous voyez que j'ai pris une brute, et de la même façon, sur ma brute, je peux aller y mettre les données de mon catalogue. Mais cette fois-ci, je ne suis pas passé par le traitement de l'image et l'étalonnage des couleurs. Je suis simplement passé ici par le menu qui est là, les informations d'image, et j'ai fait une résolution astrométrique dessus. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. J'avais une question sur le chat, en fait. Excuse-moi, je n'ai pas entendu. J'avais une question que j'ai posée sur le chat. Oui. Ah, excusez-moi, j'ai pas. Ouais, Thierry, Oui, Thierry, oui, si tu peux me la relayer. Ça voilà. Alors, attends, ouais, Jean-Luc. Donc, tu retélécharges l'image sur Nova. Ouais, d'accord, oui. Oui. C'est ça, en fait. Ouais. C'est ça, ouais. On a débodé, puis après, tu as fait la résolution et tu la retélécharges, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire en fait, il prend l'image qui a été croppée dans Cyril, il va la mettre dans Nova. Nova fait une résolution astrométrique sur l'image qui est croppée et tu réinjectes l'image qui a été résolue dans Cyril. Voilà. Okay. Et tu récupères tes métadonnées pour pouvoir faire ta résolution des couleurs de façon astrométrique. Ça marche. Donc voilà le fonctionnement. Qu'est-ce que je peux vous dire encore de plus Si je peux me permettre une autre question. Au niveau des scripts, par rapport aux autres versions, il y en a beaucoup plus, peut-être pas en français. Est-ce qu'on peut juste rapidement voir Alors, sur les différents scripts qu'il y a, là, il suffit simplement de voir. Là, je vais le lancer, hein, j'exécute, ça n'a aucune importance, même si ça va faire n'importe quoi, ce n'est pas très grave. Parce que là, lui, il trouve des choses. À chaque fois, en début du script, là, j'aurais pu l'éditer aussi, ça aurait été une bonne solution. Hop. Là, ici, tous les scripts qu'on a correspondent à la plupart ça continue. Des situations. Voilà, je vais l'arrêter. Il est arrêté. Ici, ça correspond aux situations dans lesquelles on est. Là, ici, c'est pour une caméra couleur. Et ça nous dit qu'il faut 4 sets d'images dessus. Parce que là, je les connais. Là, par exemple, on a dans le cas où on a fait une prise de vue avec un filtre H-alpha. Là, une extraction, quand on a un filtre qui est H-alpha et au 3. C'est quand on a l'OSC Pre-Processing, c'est celui qu'on a fait, et celui-ci c'est la même chose avec un Drizzt qui est utilisé. Et là, ici, c'est le monoprocessing, c'est quand on va traiter des images issues d'une caméra monochrome avec des filtres, tout simplement. Là, ici, on a une répétition des scripts. C'est parce que quand j'ai fait mon installation, j'ai une version. Là, j'ai utilisé la version que vous pouvez télécharger, mais j'ai aussi la version de téléchargement qui se fait. Mais là, vous avez normalement que ces scripts-là. Vous n'avez pas ça, c'est un reliquat qui est dû au fait que j'ai plusieurs répertoires dans lesquels il y a des scripts. Mais, et sur l'ancienne version, on pouvait prendre un script tout sauf le flat, par exemple, si on n'avait pas fait de flat. Mais on avait fait les darks. Alors, là, ici, regardez. Si vous allez. Ça y est toujours, ouais. Ça y est toujours. À propos d'obtenir des scripts, vous cliquez dessus et ça va vous envoyer. Alors, je ne sais pas si ça va le faire dessus. Théoriquement, ça devrait m'envoyer
pour l'obtention des scripts. Alors ici, je vais y aller la main, c'est pas grave. Alors, c'est pas dur, hein. Vous allez sur cyril.org. Oui, Cédric, il a raison aussi, ouais. Il y avait ça aussi. Et là, ici. Ils sont toujours disponibles. Oui, ils sont toujours à disposition. Vous allez sur le wiki et je l'ai en français. J'y vais à la main, mais là, ici, c'est simplement que je n'ai pas la liaison entre Cyril et mon ordinateur. Je pense que Laurent a dû peut-être les sortir, ces scripts-là, parce que je pense qu'ils se téléchargent tout seul à l'installation. Déjà, oui, il y en a certains qui sont dessus et les scripts, tu peux en retrouver ici. Je ne sais plus où ils sont. De toute façon, le lien chez vous va fonctionner. Chez moi, ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas relié le navigateur avec Cyril parce que j'utilise pas cette version habituellement. J'utilise la version de développement, mais je ne vais pas faire une présentation avec la version de développement. Les scripts, je ne sais plus où on les retrouve. Ici, je vais utiliser. Non, mais je peux te les donner parce que je les ai sous les yeux. Tu as script couleur extraction avec le HA, donc couleur extraction avec le HA Léo 2, couleur pré-traitement, tu as couleur pré-traitement avec le drizzle, ça on l'a vu jusqu'à tout à l'heure. Et après, tu as pré-traitement APN, pré-traitement APN avec correction cosmétique, pré-traitement APN avec le drizzle, pré-traitement APN avec le drizzle et la correction cosmétique, pré-traitement APN sans les darks, pré-traitement sans les flats, pré-traitement sans les flats et les darks, et pré-traitement sans les flats, dark et offset. Donc là, il y a vraiment une grande variété de scripts qui sont possibles dessus. À propos des scripts, comment on les rapatrie une fois qu'on les a trouvés? Alors, pour les scripts, une fois que tu les as trouvés, le lien dans Cyril chez vous va fonctionner. Il suffit simplement de le mettre dans un répertoire qui s'appelle script. Je vais vous montrer comment faire. Si vous allez dans la partie préférences, et dans la partie préférences, vous avez script ici, et vous avez les répertoires dans lesquels vous avez stocké vos scripts. Donc, vous voyez que moi, j'en ai 3. D'accord. Ce qu'il fait simplement, c'est de créer un répertoire où vous allez poser vos scripts. Et ici, vous allez mettre le chemin qui correspond à l'endroit où se situent vos scripts. Là, je suis sous Linux, mais après, ça sera mes documents, par exemple, le script. D'accord, il faut écrire toute la ligne le chemin, quoi. Le répertoire où se trouvent tes scripts. D'accord. C'est moins commode, c'est pas. Après, pas top, ça. il faudrait que je regarde sous. Alors là, je suis sous Linux, donc c'est un peu particulier. Il faut les charger alors, parce que moi, je ne vois pas de menu script. Alors, dans les scripts, quand vous avez téléchargé l'application, vous avez un certain nombre de scripts qui vous sont prévus, qui sont mis par défaut. Si vous voulez en rajouter d'autres, il faut aller soit vous allez vous identifier ici le répertoire dans lequel se situent les scripts et que vous allez poser les vôtres supplémentaires à cet endroit-là. Soit vous voulez avoir un répertoire spécifique où vous avez d'autres scripts et là, vous rajoutez le répertoire. Mais le plus simple pour vous, pour éviter d'avoir à ressaisir ici, c'est de trouver l'endroit où se situent les scripts. Par exemple, là, ici, je sais que c'est dans local, char, Cyril, script. Je serais sous Windows, vous auriez le chemin sous Windows. Malheureusement, je n'ai pas fait ma présentation avec un ordinateur sous Windows. J'aurais pu le faire la prochaine fois. Si vous voulez, je me mettrai sous Windows pour que vous soyez dans un environnement plus familier pour vous. Oui, une fois qu'on a… souvent, il est dans le programme file, le script. D'accord. S'il est dans le programme file, vous allez le déposer au même endroit. C'est-à-dire que les scripts que vous récupérez en allant ici obtenir des scripts, ça va vous amener dans une page du wiki que j'ai plus en tête. Vous téléchargez ces scripts et vous les déposez dans l'endroit, dans Program Files, Cyril script, ce qui doit être probablement le lieu. Si je vais le retrouver, l'endroit où c'est, il faut juste…
dans Cyril. Ici, c'est dans... Petite question, Thierry, tout à l'heure, là, tous les scripts que tu disais, là, donc avec APN, sans Oui. flat et compagnie, là, tout ça, c'est sur la version d'origine que tu as téléchargé ou tu es parti chercher les scripts arabes? Voilà, regardez, c'est ici. Il me semble qu'ils sont d'origine. Oui, oui, mais là, tu peux en rajouter dessus. Voilà, vous en avez ici, là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le lien dans le chat, comme ça. Oui, mais j'ai déjà trouvé cette page, moi. Mais d'origine, j'en ai 4 ou 5, je crois, mais j'ai pas Oui. celui avec APN Alors, et tout. Moi aussi. Après, je te dirais que comme ça fait longtemps que je l'utilise, je les ai peut-être chargés, mais je m'en souviens plus. Je dirais voilà. que je m'en souviens plus. En ce qui concerne les scripts, ceux qui sont donnés à l'origine, les 4 correspondent à la majorité des cas dans lesquels on est. C'est-à-dire que les images monochromes sans dark, des traitements sans flat ni offset, généralement, ce n'est pas ce qu'on fait quand on débute. Là, il faut déjà avoir du matériel qui vous permet je dirais d'éviter d'avoir à faire des darks. Par exemple, il y a certains appareils photo récents qui vous évitent d'avoir à faire des darks. Ah ouais. Mais c'est pas forcément une bonne chose. Oui, ou qui soustrait le dark, automatiquement. Mais le problème, ouais, mais c'est pas forcément une bonne chose. Parce que, et oui, parce que de quelle façon il le fait, surtout. Voilà, ils font pas forcément de la bonne façon et ils font. D'accord. Et du coup, les 5 qu'on a, les 4 ou 5 qu'on a d'origine, foncièrement, pour les photos à l'APN, du coup, il ne faudrait pas que j'utilise le couleur pré-traitement. Il faudrait que j'utilise celui qui fait pour APN, justement. Non, c'est le couleur pré-traitement. Enfin, celui qui est APN, celui que je vous conseille vraiment, c'est le dernier qui a été fait, qui est avec la dernière version ici. C'est l'OCS Pre-Processing, c'est celui-ci. C'est celui qui est. Ouais. C'est celui qui correspond à l'usage du traitement d'un APN classique. D'accord. C'est le dernier script qui a été fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des améliorations qui sont assez importantes et ce n'est pas forcément judicieux de conserver d'anciens scripts parce qu'il y a de nouvelles fonctions qui arrivent d'une façon récurrente. Et si un jour vous voulez vraiment vous intéresser à la partie scripting, ici on va, donc il y a le script, les différents scripts, mais il y a aussi toutes les listes de commandes qui sont disponibles. Hop, je vais y arriver. Non. Donc là, je retourne sur le wiki. Je vais retrouver. Il faut que je retrouve les parties commandes. J'y étais. Voilà. Voilà. La liste des différentes commandes. Il faut savoir qu'à chaque fois, il y a un ajout de commandes possibles. Là, il y a beaucoup de commandes qui sont utilisables dans Cyril, où on fait beaucoup de choses. Donc ça, quand on sera à la présentation des commandes, il y aura déjà du chemin parcouru. Si vous voulez voir les commandes qui sont supportées, il suffit de taper Help ici dans la console. Et on voit la liste des commandes qui sont possibles. Donc là, il y en a de là jusqu'à là. Donc là, il y a déjà de quoi faire. Donc là, ici, pour l'instant, contentez-vous de celles qui sont présentes. Il y en a 4. Hein. La principale que vous allez utiliser, c'est celle-ci, qui correspond à l'usage classique d'un APN où on va faire des darks, des flats, un offset et bien sûr, c'est light. Après, vous pouvez vous constituer ce qu'on appelle une bibliothèque de dark et ça, Cyril va pouvoir le gérer. C'est-à-dire que quand vous avez une bibliothèque de dark, ici, dans la partie préférences, c'est sur la partie pré-traitement, voilà. Vous pouvez définir le master BIAS que vous utilisez par défaut en précisant le répertoire où il se situe. Et si vous avez un master dark, en l'occurrence que vous avez ce qu'on appelle des dark frigo qui correspond, après ça je laisserai les plus expérimentés dans les différents clubs vous expliquer ce qu'est un dark frigo, d'aller ici sélectionner le dark qu'on va utiliser et le utiliser par défaut. Et de la même façon pour le flat. Mais le flat, on a un master flat par défaut généralement quand on a une installation fixe.
Quand on a une installation où on est en nomade, bon, le flat, on le refait à chaque fois, pratiquement. Donc là, ici, vous avez la possibilité d'avoir des bibliothèques de Dark, de BIAS, voire de flat, mais c'est plus rare d'avoir une bibliothèque de flat. Ça, c'est une chose à savoir. Voilà, pour les scripts, ça c'était le chemin. Voilà, après, il y a beaucoup de choses dessus. Pour les matriçages, c'est toutes les options qui sont ici. Mais bon, il faut vraiment. Là, on peut choisir l'algorithme qui va être utilisé. Celui qui est mis par défaut, c'est celui qui a le meilleur rapport à les performances temps de traitement. Et encore une fois, ça, c'est quand on sera là, il y aura déjà du chemin qui sera parcouru. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres points que vous souhaitez voir? C'était juste à propos, vite fait, bon, je commence tout juste, hein, Cyril, je crois que j'ai dû faire 2 traitements dessus, donc bon, suivant pratiquement tout ce que tu viens de dire là, donc de ce côté-là, c'était pas mal. Mais moi, c'était par rapport au rendu, on va dire, grosso modo final, en fait, d'arriver à tirer, on va dire, entre parenthèses, si je peux appeler ça comme ça, de la brillance, en fait. C'est-à-dire parce que, mettons, j'ai shooté M82 en fait, et bon, j'ai un APN qui est full spectrum, mais qui donc sans filtre ou quoi que ce soit pour l'instant. Et bon, normalement, j'ai déjà une bonne prépondérance de rouge en fait, mais j'arrive pas justement à baisser ce rouge et à augmenter en fait pour arriver à faire ressortir en fait beaucoup plus la brillance en fait, que ce soit au niveau des cœurs ou même des branches. Alors là, après enfin, si tu permets, Laurent, tu peux passer, Jérémy. On va dire que Cyril, c'est une étape. Oui. Après, il n'y a rien qui t'empêche de passer dans un logiciel type Photoshop, Lightroom ou The GIMP pour pouvoir accéder à ces retouches colorimétriques ou de luminance ou de contraste que Cyril ne pourra pas te faire. Tout à fait. Là, ici, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. C'est que dans Cyril, on va faire vraiment les premières étapes. On va faire une première partie du traitement, mais après, il y a un gros travail à faire, généralement dans Photoshop, hein, parce que la plupart des gens utilisent Photoshop. Bon, moi, j'utilise GIMP parce qu'on en fait à peu près les mêmes choses, mais enfin, la plupart des gens utilisent Photoshop. Pour justement aller chercher le meilleur de son image. Et là, on va faire des choses qui sont vraiment sympathiques. Et du coup, donc, je ne peux pas jouer mettons, sur le spectre, on va dire, dans l'histogramme lui-même pour baisser les rouges, mettons, et monter, je veux dire, les bleus ou les verts pour pouvoir justement jauger cette intensité de couleur. Tu le feras beaucoup mieux en allant dans un logiciel comme Photoshop. Ça sera beaucoup plus simple à faire. Ok, très bien. C'était ma question. C'est bon, j'ai ma réponse. Merci. Ok. Après, ici, il y a les. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est déjà pas mal. On va essayer peut-être d'éviter de noyer. Dans un premier temps, trop d'informations, le temps que tout le monde digère un petit peu le truc et puis fasse ses essais. C'est déjà pas mal. Même, je pense que tu es allé déjà un petit peu au-delà de ce que on voulait faire, mais c'est très bien, tant mieux. Ça donne c'est une introduction pour les prochaines fois. Alors, vraiment, c'est vraiment cool, ouais. Merci beaucoup. J'ai une question, Laurent, là, à propos d'un traitement qui ne serait pas un traitement avec des scripts, c'est un traitement personnalisé. Oui. Il n'y aurait pas moyen de mettre une espèce de magnétophone pour enregistrer les étapes? Alors ça, c'est il y a une façon d'automatiser le fonctionnement de Cyril via du Python. Mais je ne vais pas venir à ça. Parce qu'on va perdre tout le monde là. On va perdre tout le monde. Il y a un interpréteur Python dans Cyril? Donc là, il y a une façon, on peut piloter Cyril avec du Python. Ça m'intéresse. Donc là, c'est que du Python, quoi. Et bon, désolé. Un langage de programmation. D'accord, ok. Bon. Je suis à 20 000 lieues. Je reviens pour les personnes qui débutent. Ici, il y a toute la partie tutoriel
Donc, je vais passer en français, ce sera mieux. Par contre, je n'avais pas vu, c'est énorme. Franchement, il devrait le mettre, on va dire, un peu plus en avant sur quand tu vas sur le DL, tu sais, du logiciel. Ça, j'en ferai un retour à Cyril à ce niveau-là. Ici, on a un ensemble de tutoriels qui sont mis là avec les premiers pas, les traitements manuels. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont assez intéressantes et on essaiera de les comprimer, le compléter au fur et à mesure. Ce qu'il faut pour répondre à Patrick, c'est, je vais le chercher ici, si j'arrive. Alors, Zoom, c'est sympa, mais c'est parfois embêtant. Alors, c'est sur les liens. Alors, sur les liens, c'est où? J'ai zappé le. Ah, mais je l'ai là, Automating with Spice Cyril. Voilà. Sur le GitLab. Ouais, mais c'est pas tout à fait le sens de ma question. Là. Oui, en fait, Patrick, tu voulais avoir un enregistrement des différentes étapes voilà, pour pouvoir revenir éventuellement en arrière ou quand tu déroules Quand tu déroules ton processus, mais de manière personnalisée, je dirais, et non pas à travers un script, c'est enregistrer les différentes étapes, de sorte à pouvoir éventuellement les rejouer par la suite. D'accord. Telles que tu les as jouées là, une première fois. D'accord. Je vais en parler à Cyril, à Cyril et Vincent. Qui sont les deux développeurs principaux de ton retour, de ta demande. Et après, bon, s'ils peuvent le faire, ils le feront. Et généralement, si ça correspond à un besoin et que ce n'est pas trop compliqué à faire, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Donc là, c'est un peu enregistrer les commandes au fur et à mesure que tu les déroules. Hein. Autrement, ici, tu peux aller sur le GitLab, aller poser la question directement et poser la question. Poser un ticket, oui. Voilà, tu poses un ticket et là, tu auras une réponse assez rapide par Vincent et Cyril. Une chose extrêmement importante depuis pas très longtemps, enfin ça va faire presque un an maintenant, on s'est rapproché, alors il faut que je me mette sur le forum, voilà, en anglais, de pixel.us où on a rejoint un ensemble de logiciels qui sont assez intéressants. En l'occurrence, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, on va retrouver Rotherapy, The Gimp, enfin vraiment… Darktable, ouais. Darktable, enfin des pointures. Et il y a un très fort échange de la part des différents développeurs avec Cyril et Vincent. Et il y a eu des interventions des développeurs principaux de The Gimp, etc., dans Cyril. Donc, il y a vraiment… Cyril, après, a vraiment pris une discussion, une dimension encore plus importante en termes de qualité des algos utilisés dedans. Il y a des algos qui viennent d'Eurothérapie, par exemple, qui ont été implantés dans Cyril. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à souligner aussi. Donc voilà, après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Répondre à vos questions, voilà. Ça peut être une bonne option. Je vais vérifier sur le chat. Écoute, je repasse parce que ça fait un moment que je n'étais pas revenu sur le chat, ça a discuté là. Il y a aussi des scripts de correction cosmétique, même ça on l'a vu. Non, je crois que c'est bon. C'est bon. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a un échange entre les différentes personnes qui sont présentes. Et la prochaine étape, on peut le faire sur une thématique bien précise.
et avec un listing de, comment dire, oui, de questions, des questions, voilà. ou aborder les sujets. Ce que vous pouvez faire éventuellement pour ceux qui sont extérieurs, moi je peux faire l'interface. Vous envoyez éventuellement vos questions ou sujets de prochaines discussions ou de présentations sur l'adresse mail du club. Donc c'est neptunion31@gmail.com. C'est moi qui vais les recevoir et à ce moment-là, je les mets en réserve et puis je les transmets à Laurent. Et puis voilà, comme ça, on peut fonctionner comme ça. Donc, c'est voilà. neptunion31@gmail.com. S'il y en a qui ont des questionnements ou des choses qu'ils voudraient aborder, alors peut-être pas rentrer dans le vif et dans le dur du sujet trop rapidement pour éviter de perdre tout le monde en même temps. On va essayer de faire ça de façon très progressive. progressive. Mais bon, après, ouais. Je ne répondrai pas forcément à toutes les questions dans le début de la séance, puisque on va vraiment se concentrer sur une progression dans l'usage de Cyril et aller faire un usage de plus en plus pointu du logiciel. Mais en revanche, sur la seconde partie, je dirais, de l'intervention, on peut tout à fait envisager de répondre à quelques questions. Pas forcément toutes les questions. Si la thématique, on l'aborde on a prévu de l'aborder un peu plus tard, tout à fait. on le zappera. Donc voilà. Bon, en tout cas, un grand merci à toi, Laurent, pour nous parler de ce super logiciel. Et je vois que, enfin, pour ceux qui ont connu Cyril depuis le début ou presque, la progression est quand même assez énorme. Aujourd'hui, c'est vraiment quand même très, très convivial, contrairement à ce que ça a été. Et je pense que ça en avait au départ rebuté certains. Mais aujourd'hui, c'est l'interface monofenêtre. Enfin, c'est vraiment quand même quelque chose de très sympa. Et puis c'est puissant. Hein. Ouais, voilà. C'est surtout la rapidité qui est importante. Ouais, ça va très, très vite. Hein. C'est clair. C'est clair. Et en plus, pour ceux qui travaillent sous Linux, ça doit être voilà. On n'est pas bloqué par les limitations de Windows, malheureusement. Ah oui, une chose extrêmement importante là que je n'ai pas évoquée, c'est le format d'enregistrement des images. Là, j'ai volontairement travaillé en 32 bits, donc au maximum de la capacité de Cyril. Si vous voulez commencer et juste pour avoir un aperçu et que ça aille vraiment vite et que vous avez une machine qui est un peu plus ancienne et qui n'a pas beaucoup d'espace de stockage, vous pouvez aussi travailler en 16 bits. Ça sera, un petit peu moins performant, mais ça répondra déjà largement à vos besoins. Je dirais en termes de dynamique d'image, il faut vraiment avoir des images qui ont une très très forte dynamique pour exploiter pleinement le 32 bits. Et le 32 bits, c'est sur des machines qui sont modernes et qui ont beaucoup d'espace de stockage et pas mal de mémoire. En revanche, si vous avez des machines qui sont un peu plus anciennes, je vous invite à passer en 16 bits pour faire vos traitements. Au départ, de toute façon, vous ne verrez pas la différence. Quand on fait ses premières photos, ça ne change pas grand-chose. La différence principale se situera en termes de temps de traitement et d'espace disque utilisé. Donc, ça vaut le coup de basculer en 16 bits quand on commence. C'est clair. D'accord. Parfait. Une question. Il n'y a pas de mise à jour du logiciel. Il faut chaque fois télécharger la dernière version? Non, vous avez dessus ici. Alors, vous vérifiez la mise à jour dessus. Vous faites une vérification de mise à jour. Mais faut savoir qu'on a, il y a environ 2 versions qui sortent par an et on fait suffisamment de publicité pour indiquer qu'il y a une nouvelle version qui arrive et qui est disponible. Il faut savoir qu'on développe pour beaucoup de plateformes différentes, que le développement principal se fait sous Linux, puisqu'on c'est un logiciel qui est open source et l'environnement de travail des développeurs, c'est Linux. Et ensuite, on fait le portage. Enfin, c'est prévu dès le départ. C'est-à-dire qu'au moment où il crée le code, c'est prévu pour aller fonctionner sous Mac et sous Windows.
En revanche, pour avoir des versions, on va dire, de développement, des versions la plus récentes, il faut impérativement être sous Linux pour avoir les toutes dernières versions. Mais bon, c'est pas forcément comment dire, une obligation, surtout quand on commence, en utilisant les portages qui sont faits pour Windows ou Mac, ça suffit largement. Et on change, oui, allez, 1-2 fois de version par an. Et de toute façon, là, ici, vous avez la possibilité de le vérifier. Je ne sais pas si j'en avais parlé à Cyril la dernière fois, qu'il y ait une notification qui soit faite qui vous indique qu'il y a une version qui est disponible. Je sais que sous Linux, ça fonctionne puisqu'on a un système comment dire, qui est un petit peu différent de sous Windows. Je ne sais pas, il faudrait que je pose la question pour savoir si ça a été fait ou pas. Mais en tout cas, vous avez la possibilité ici de vérifier qu'il y a une mise à jour. Mais bon, après, on a une communauté qui est quand même assez active, qui nous soutient. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, c'est tout à fait possible de le faire via notre site dessus. Si vous venez sur cyril.org, vous avez la possibilité de nous soutenir, soit en allant je dirais, on a un magasin en ligne où vous pouvez avoir des t-shirts, etc., avec les logos de Cyril, soit en effectuant une donation. Ça, c'est quelque chose qui nous permet de payer les serveurs, etc., de faire un certain nombre de choses. Donc voilà cette partie. Et sur le site, ici, là, vous avez vraiment les informations qui sont tout le temps mises à jour. Là, on voit que la dernière version, elle est sortie le 13 février et qu'on a commencé à travailler en bêta dessus à partir du mois de septembre. Voilà, donc là, la prochaine sortira, je pense, juste avant les vacances. Mais bon, c'est une supposition, hein, parce que c'est vrai que c'est un travail qui est monstrueux pour faire ce développement. Il y a des millions de lignes de code. Donc, ça devient un truc, le Cyril devient une grosse machine. Une grosse machine. On a une question quand même de Cédric, donc déjà qui te remercie pour la présentation et qui éventuellement voulait savoir s'il y avait possibilité de faire plus tard une présentation sur le traitement sur les comètes sous Cyril. Ah oui, là ici j'ai un tutoriel qui existe sous Cyril. J'ai une vidéo, si je me souviens bien, sur la chaîne YouTube qu'on a. Il me semble de mémoire. Tiens, ils ont changé encore une fois le truc. Oui, il faut que je signe. Je vais signer. Mon téléphone, j'ai besoin de mon téléphone. Et après, en attendant, donc, on a Olivier qui à ce jour traite ses photos sous PixInsight, bien sûr. Oui. Et qui trouve que Cyril est quand même semble plus intuitif que le fonctionnement qu'il connaît sous PixInsight. Et qui précise aussi que quand même Cyril est un logiciel gratuit, voilà, et que c'est quand même très plaisant. Oui. Je l'en remercie. Donc là, ici, alors, je vais aller sur la chaîne. On a. Hop. Il faut que je refasse la présentation parce qu'on a changé de logo là, il n'y a pas très longtemps. Mais dessus, sur les vidéos qui sont en ligne, il me semble qu'il y a un truc sur le traitement cométaire. Je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête, mais il me semble bien que je l'ai fait. Sinon après, Cédric voilà, ira voir. Tu vas voir sur la chaîne. Voilà, je l'ai là. Ici, on a la présentation qui a été faite pour faire le traitement d'une image cométaire. Parfait, super. Donc voilà, il suffit simplement, je peux te donner le lien s'il veut. Tiens, je vais mettre le lien dans le chat dessus.
Ah oui, on est presque à 2000 abonnés, c'est déjà pas mal. C'est pas mal sur la c'est bien, c'est bien. chaîne. Donc voilà, dessus. Alors le chat. Là ici. Là en bas, voilà. Ouais. Attends, en bas. Non, je ne l'ai pas. J'ai paumé le chat. En bas, tu n'as pas le chat, tu n'as pas le discussion, ça s'appelle. Attends, je vais le retrouver. J'ai participant ici. Et juste à côté, ouais, discussion, non, pas. Attends, non, je peux lever la main. Ah, c'est fort. Je peux lever la main, mais je ne peux pas écrire. Attends. Ah, ouais, c'est bizarre ça. Attends, mais c'est parce que j'ai des fenêtres partout. C'est peut-être ça, ouais. Mort. En attendant, une autre question, est-ce qu'il y a un portage de Cyril sur iOS, iPad Pro? Non, il y a un portage qui est fait sur macOS. Et pour avoir échangé déjà avec Cyril, il se tire les cheveux. C'est vraiment pas facile déjà. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas de portage ni vers Android, ni vers iOS. C'est déjà très lourd de maintenir oui. 3 plateformes ou 4 plus que ça, hein, oui, parce qu'il y a beaucoup de plateformes. Ça y est, j'ai trouvé le chat, donc ça je l'ai envoyé. C'est bon, il est là, ouais. Il y a beaucoup de plateformes sous Linux, il y en a pas mal déjà, et Windows c'est déjà assez coton, et macOS, je peux vous garantir que c'est pas une sinecure, parce que rien n'est fait pour favoriser le modèle open source, aussi bien pour Windows que pour iOS, enfin pas iOS, mais pour macOS. Oui, Patrick, je réponds à ta question parce que Patrick me pose la question sur le chat. On n'a pas parlé de la fonction assinage, on l'évoquera la prochaine fois. Tout à fait, oui. Ça sera, voilà, on verra ça, on va y aller progressivement. Ça permettra de garder quelques petites subtilités. Des choses en réserve, tout à fait. En réserve. Donc, en fait, c'est une fonction qui est quand même très intéressante, l'assinage. Tout à fait, il y en a deux. Hein. Il y a le assinage, sinon une autre ici. Le assinage, c'est vachement puissant. Ouais. Et il y a aussi l'égalisation d'histogramme adaptatif limité par contraste. Ça, c'est vachement puissant. À utiliser avec parcimonie, celui-là. Aussi, oui. Tout dépend des objets. Il y a des objets où c'est redoutable et il y a des objets, c'est même pas la peine de l'utiliser. Il ne faut pas y penser. Ouais. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Voilà. La suite au prochain épisode, comme on dit. Un petit truc pour le traitement Cometer, il faut utiliser le gradient rotationnel. Pour faire apparaître les comètes, c'est assez sensationnel. On fait apparaître les queues des comètes en utilisant cette fonction. Donc voilà. Mais bon, après, ça sera l'opportunité d'échanger sur plein d'autres sujets. Il y a déjà il y a pas mal de choses. Ouais. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là pour ce soir. Déjà, il y a pas mal de choses à digérer et à aller voir, à essayer déjà. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, si vous avez des questions pour les prochaines fois, vous pouvez passer par l'adresse mail du club de Neptunion, vous les envoyez, je le transmets à Laurent et puis on fait un petit point la prochaine fois. Et je lui enverrai au fur et à mesure, comme ça il les traitera à son temps et puis pas de problème. De toute façon, la prochaine fois, on avancera un petit peu sur les traitements manuels. Là, on peut commencer à grappiller un petit peu de signal sur les typologies d'empilement. Et là, on pourrait pratiquement faire une séance complète sur la partie empilement parce qu'il y a tellement de choses à voir. Voilà, on va essayer d'y aller progressivement sur les différentes fonctions. Je dirais en 3-4 séances, on pourra avoir fait un bon panorama. C'est clair. Ouais, les premières étapes ne sont pas très importantes. Les premières étapes, quand je parle de la sélection des fichiers, du pré-traitement, mais ce qui me paraît important, c'est vrai, c'est ce qui vient après, quoi. Ouais, tout à fait. Après, le stacking, enfin, empiler les images, on n'empile pas n'importe comment.
Vous allez voir c'est là où il y a une sélection à faire des images. Et je vous montrerai, il y a des trucs assez phénoménaux. On peut sélectionner les images directement d'une façon graphique. C'est via les graphes. On peut aller éliminer des images simplement en allant en cliquant sur un graphique ou en mettant des filtres de sélection. Et ça, c'est, je pense, la prochaine étape dessus, au-delà des pré-traitements où ça ne présente pas, on peut grappiller un peu, mais pas énormément de choses. En revanche, sur la partie empilement, là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et sur la partie trier ces images, c'est essentiel de savoir le faire. C'est vrai qu'il vaut mieux empiler, je dirais, 20 ou 25 images de bonne qualité que 100 images dans lesquelles il y en a 90 de mauvaise qualité. C'est clair. Ouais, bon, mais sur ce, c'est prévu pour quand la prochaine? Écoute, on fait passer le lien, on n'a pas encore, c'est en fonction des possibilités de Laurent, on va essayer de vous faire passer le lien au plus vite, et puis surtout la date, et on voit ça avec Laurent, et puis on revient vers vous de toute façon sans problème, assez rapidement, il n'y a pas de souci. De toute façon, on le fera très prochainement. Après, ça dépend aussi de ce qui a été prévu et c'est vrai de mes disponibilités. Voilà, ouais. Et voilà, après, j'ai une semaine de vacances bientôt, donc ça sera possible de faire quelque chose. C'est des vacances où tu ne peux pas bouger, c'est pas drôle. C'est pas rigolo, ouais. C'est des vacances. C'est des vacances, ouais, c'est des vacances voilà, à 10 km à la tour. Ouais. Bon, Allez, écoutez, ciao. merci à Laurent, merci à tout le monde pour ceux qui sont connectés, qui sont encore là. Et on se retrouve dans pas longtemps pour la suite de cette belle aventure. Ok, merci à tous. Merci Laurent, bonne soirée. Bonne soirée, merci Bientôt, pour merci. votre attention. À très bientôt.